Hello tout le monde, depuis quelques années déjà, 2016 pour être précis, un événement caritatif existe. C'est le Z-Event et depuis sa création, l'événement grandit, que ce soit en termes de popularité mais aussi en termes de nombre de participants et enfin en termes d'argent récolté. Si vous ne connaissez pas cet événement, faisons un petit topo dessus. C'est un événement caritatif qui a été créé en 2016 par Zerator. Zerator étant un streamer français, probablement le streamer français le plus connu et qui publie tous ses lives sur une plateforme sur internet qui s'appelle Twitch, qui est la plateforme pour le streaming en ligne. Alors oui, je dis comme quoi c'est la plateforme de streaming en ligne, alors qu'en réalité, pas vraiment. Il y a Kick par exemple, mais vous n'êtes absolument pas obligé de vous souvenir de leur nom, parce que pour être très franc, cette plateforme devait être interdite depuis bien longtemps. Un streamer, c'est une personne qui publie des vidéos, c'est-à-dire comme nous, mais à la différence de nous sommes en différé, lui, il est en live et il fait tout ça sur un site spécialisé qui s'appelle donc Twitch. C'est donc un événement caritatif qui regroupe énormément de streamers francophones et qui vont, durant tout un week-end, faire des lives, donc environ pendant 72 heures. Et l'argent récolté va directement aller à diverses associations. Ces associations changent d'année en année. C'est un événement mondialement reconnu et pour que vous compreniez assez bien le délire, l'année dernière, ils ont réussi à récolter pas moins de 10 millions d'euros. Et ce sont des dons, hein, pas des promesses de dons. C'est-à-dire que l'argent est directement versé de la personne qui a donné de l'argent aux diverses associations. Comparé à par exemple d'autres événements caritatifs qui sont des promesses de dons. C'est-à-dire que parfois, certaines personnes peuvent finalement annuler un don alors qu'ils avaient dit qu'ils l'avaient fait. Ici, on est sûr et certain de la somme qui est directement récoltée. Et il y a quelques années, en 2019 pour être précis, l'association qui a récolté la totalité de l'argent, c'est-à-dire 3,5 millions d'euros, c'est une association que vous connaissez peut-être, l'Institut Pasteur. Et avec mon comparse Julien, on s'est rendu compte d'un truc assez simple, c'est que tous les deux, nous avons participé à cet événement, nous avons donc donné des dons pour l'Institut Pasteur, et pourtant, on n'a aucune idée à quoi a servi cet argent. Quels sont les équipements qu'ils ont pu acheter grâce à cet argent? Quelles sont les avancées de recherche qu'ils ont pu effectuer grâce à cet argent aussi? Bref, on n'a absolument aucune idée de rien du tout. Et pourtant, on bosse dans ce domaine, quoi. You'll have to get jobs. You know, employment. What sort of crazy moon talk is he speaking? Got me. Just smile and don't break eye contact. Donc franchement, on devrait être les premiers au courant, hein. Et on s'est dit que si nous-mêmes, nous n'étions pas au courant, alors que nous sommes post-doctorants en biologie, on s'est dit que vous l'étiez peut-être encore moins que nous. Et c'est à ça que cette vidéo va servir. Uniquement vous expliquer en détail à quoi a servi cet argent. D'ailleurs, cette vidéo sort en même temps que la nouvelle édition du Z-Event. Donc je vous propose à tous que vous finissiez cette vidéo, en tout cas j'espère, et qu'ensuite vous alliez directement voir les streams qui participent au Z-Event et que vous fassiez un don. Il n'y a pas de petit don, 1 euro, ça peut toujours servir. D'ailleurs, l'association qui récoltera l'argent cette année, c'est la Ligue contre le cancer. D'ailleurs, étant donné que ce sujet nous touche beaucoup, Julien et moi, cette vidéo va être partagée entre Julien et moi. Il va vous expliquer ce qu'est l'Institut Pasteur, mais aussi les équipements qui ont pu être achetés grâce à l'argent qui a été récolté, certaines recherches, mais aussi la conclusion. En effet, je commence, il finit. Nous sommes vraiment un duo, quoi, comme Villebrequin. Donc si vous voyez un changement de cadre, n'en soyez pas étonnés. En réalité, la raison est assez simple. Il est en vacances, je le suis pas. On n'a pas pu filmer donc tout en même temps. Je vais être très franc avec vous, je le hais en ce moment très fortement. Donc comme je l'ai dit, nous sommes vraiment un duo comme Villebrequin. Bref, commençons par une question assez simple. Qu'est-ce que l'Institut Pasteur? Vas-y Julien. Bon, je suppose que vous avez tous à minima une vague idée de ce que c'est l'Institut Pasteur, mais un petit récap, ça fait de mal à personne. C'est une machine de guerre scientifique vieille de presque 140 ans, née à Paris et fondée par, surprise, Louis Pasteur. Et l'Institut, il est toujours en première ligne dès qu'un microbe décide de jouer au plus malin. Dans son palmarès, il y a des vaccins mythiques comme la rage, la polio ou la tuberculose, la découverte du VIH et 10 prix Nobel au passage. Ce qui est pas mal pour un petit institut comme ça. Aujourd'hui, c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique. En clair, elle n'appartient ni à une entreprise, ni à un ministère, et c'est précisément ce que lui donne de la liberté. Surtout que plus d'un tiers de son budget vient des dons. Particuliers, legs et mécénats. Oui, nos dons, vos dons, dont ceux du Z-Event donc, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui. C'est ce qui permet à l'Institut d'être réactif, par exemple d'acheter une technologie maintenant et pas dans 3 ans, et surtout indépendant, donc ils peuvent creuser des sujets qui comptent, et pas seulement ceux qui rentrent dans les cases. Sur le terrain, c'est environ 3000 chercheurs et chercheuses qui bossent sur tout le spectre des menaces. Les infections émergentes, par exemple Ebola, le monkeypox, la grippe aviaire, ou le Covid, l'antibiorésistance, qui est de plus en plus connue, mais aussi des maladies cérébrales comme Alzheimer ou Parkinson, des cancers,
des méningites, et c'est pas que du labo, ils surveillent les microbes qui circulent, ils interviennent auprès des populations les plus vulnérables, et ils forment chaque année des milliers de scientifiques. Et puis l'Institut Pasteur, il est pas tout seul. Il est branché sur un gros réseau de plus d'une trentaine d'instituts, qui sont répartis dans plus de 20 pays, du Vietnam au Sénégal, du Cambodge au Maroc, du Brésil à l'Uruguay, et ce gros maillage-là, sur toute la planète, ça sert de sismographe. Dès qu'il y a un bordel quelque part, des microbes qui émergent, le signal il remonte très vite, et la riposte elle peut s'organiser. Leur nouveau projet, c'est le CAP 2030. Anticiper les prochaines menaces infectieuses, y compris, et on va en reparler, celles qui sont poussées par le changement climatique. Comprendre pourquoi des maladies complexes frappent des patients de plus en plus jeunes, et rattraper les angles morts de la médecine, par exemple la santé des femmes, la grossesse, la petite enfance, le grand âge. Tout ça c'est ambitieux oui, mais réaliste, potentiellement, à condition d'avoir les moyens, et c'est là que on rentre en jeu et que le Z-Event entre en jeu. Pour choisir les différents articles dont on va parler maintenant, en réalité, on a utilisé une certaine méthodologie. Je vais être très franc avec vous. Je sais très bien que vous vous en fichez, mais alors, complètement. Mais il faut qu'on en parle. Parce qu'on n'est pas sûr à 100% comme quoi les articles dont on va parler maintenant proviennent directement de l'argent récolté par le Z-Event. Why? Because you just can't, okay? Trust me on this. Même après divers contacts avec l'Institut Pasteur lui-même, voire même certains chercheurs directement, en réalité, ni l'un ni l'autre n'ont réussi à nous dire clairement si tel ou tel article ont été payés grâce à l'argent du Z-Event. Et alors, que les chercheurs ne sachent pas vraiment d'où vient l'argent, c'est étrange, mais pas tant que ça, pour être très franc. Mais alors, que l'Institut Pasteur lui-même ne sache pas nous répondre, je vous avoue, je comprends pas trop, mais passons, c'est pas grave. Étant donné que l'argent a été récolté vers septembre 2019, on a supposé qu'il a dû être distribué vers décembre 2019, voire même début 2020. Et étant donné que pour créer un article, il faut en gros 2 à 3 ans, on a pris une plage de dates qui va de 2020 jusqu'à 2023. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que ça prend autant de temps d'écrire un article scientifique, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour écrire un article scientifique, il faut prendre beaucoup de temps parce que il faut avoir assez de résultats pour pouvoir publier. Et avoir ces résultats, ça prend énormément de temps. Et au pire, si cet argent n'a pas directement servi les différents articles dont on va parler maintenant, au pire, vous aurez juste appris des nouvelles choses qui ont été découvertes grâce à l'Institut Pasteur. Est-ce que c'est vraiment si horrible? Je crois pas. Donc oui, la première chose que l'Institut Pasteur indique avoir acheté avec l'argent du Z-Event, c'est de l'équipement. Alors allons-y, entrons dans la grosse salle des machines. Chez Pasteur, il y a une plateforme technique qui s'appelle le C2RT. Le C2RT, c'est le Centre de ressources et de recherche technologique. Tu peux un peu y penser comme une grosse cuisine centrale qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des ingénieurs qui y bichonnent des mécaniques XL, et surtout, ils prêtent ces machines à tout le monde. Quand tu finances le C2RT, tu finances pas un projet directement, mais tu finances de la capacité à accomplir plusieurs projets. Et ça change tout. Plus de projets, plus vite et surtout mieux. D'après les infos qu'on a, l'argent du Z-Event, il a servi à acheter plusieurs machines, chacune à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et chacune offre un super pouvoir spécifique aux chercheurs de l'Institut. Pour info, les budgets indiqués, c'est les infos qu'on trouve d'après les fournisseurs. L'Institut a potentiellement des réductions sur les prix indiqués. Nice. Mais ça vous donne déjà une petite fourchette de combien ça peut coûter. Alors, le premier super pouvoir, c'est de pouvoir voir un organisme entier en 3D. Pas un petit carré de tissu, pas un zoom sur 10 cellules au hasard comme ça. Non, un organe qui est complet. Ça s'appelle la microscopie light sheet, la feuille de lumière. Imagine une lampe torche aplatie qui éclaire juste une tranche ultra fine, et puis une caméra placée à angle droit qui voit que cette tranche. Tu déplaces la feuille, tu empiles les plans, et là t'obtiens une vraie image 3D. Le résultat, c'est que tu ne devines plus le trajet d'une infection, tu le vois directement. Tu peux suivre une bactérie qui franchit la barrière intestinale, ou alors tu peux repérer où l'infection démarre, on observe comment un traitement agit à l'échelle de tout l'organe. Le microscope classique, c'est un selfie, le light sheet, c'est un peu un plan séquence IMAX de la biologie. Et côté budget, on est sur 350 à 450 000 euros. Combien? Pour un système organisme entier moderne selon les options. Le deuxième super pouvoir, c'est de pouvoir voir la vie des cellules en direct. C'est pas 2 photos avant-après, comme on fait souvent, prises à la va-vite. Pour cela, il y a 2 machines. D'un côté, on a l'IncuSight, c'est un microscope qui vit dans un incubateur et qui shoot tout seul toutes les X minutes, jour et nuit. En gros, ça permet de prendre des photos régulièrement de tes cellules, et tu peux voir en direct comment une cellule va réagir à une infection, à un traitement. Tu peux savoir quand un antiviral commence à marcher, à quelle vitesse un antibiotique va pouvoir freiner une bactérie, et de l'autre côté, tu as la deuxième machine qui est le Seahorse. C'est l'observateur du métabolisme. Il peut mesurer en temps réel si une cellule respire à fond avec ses mitochondries. En clair, tu peux observer si la cellule elle stresse, et comment elle peut gérer son métabolisme en direct. Et en termes d'argent, le premier, l'IncuSight, c'est 180 000 à 200 000 euros. Un Seahorse, le deuxième, c'est entre 190 000
et 220 000 € également. Le troisième super pouvoir, c'est savoir où s'expriment les gènes dans un tissu. C'est ce qu'on appelle la transcriptomique spatiale, c'est un peu un Google Maps des gènes. Tu prends ta petite coupe de tissu, tu la poses sur une lame qui est couverte de petits spots qui capturent l'ARN, tu scannes l'image, tu séquences, tu recales l'un sur l'autre et là tu obtiens une carte. Ici un îlot d'inflammation, là des neurones, plus loin tu as des vaisseaux ou des cellules immunitaires qui sont embusquées, et pour chaque zone tu peux savoir quelle protéine s'exprime plus ou moins. Deux zones qui se ressemblent au microscope, elles peuvent faire des choses opposées. Avec cette carte on peut mieux viser la bonne biopsie, la bonne cible, la bonne thérapie. On arrête d'analyser un organe comme une espèce de purée homogène, et on respecte sa géographie. Côté budget, l'instrument lui-même c'est pas si cher, c'est 60 à 70 000 €, mais le nerf de la guerre sont les kits, tu dois en acheter un pour chaque expérience, et là c'est 2500 à 3000 € par échantillon. Je vais faire un petit crochet vite fait par deux boosters qui valent le détour. Ici on est sur des technologies que l'Institut Pasteur ils avaient déjà, mais qu'ils ont upgradé avec les sous du Z-Event. D'abord t'as la cryomicroscopie électronique, tu as le Titan Cryos. Dans cette machine tu peux congeler l'échantillon en une fraction de seconde, et ensuite tu prends des milliers d'images ultra douces, et tu peux reconstruire en 3D à l'échelle de l'angstrom, c'est-à-dire vraiment au côté atomique. Côté budget, ça coûte 6 millions un microscope. Pour l'upgrade en elle-même, celle qu'ils ont obtenue au moment du Z-Event, c'est un petit peu moins de 2 millions en général pour une nouvelle caméra. Et chaque année, ils doivent débourser 180 000 € juste en maintenance. L'autre instrument qu'ils ont pu upgrader, c'est leur cytométrie en flux. Ils ont pu acheter un nano FCM qui permet de faire de la cytométrie nanoscopique, du coup ce qui permet de quantifier des particules qui sont minuscules comme des vésicules extracellulaires. Là où avant c'était un brouillard de minuscules particules, ça devient quantitatif, tu peux enfin quantifier ce terrain qui a toujours été très flou. Donc en clair, ce que la cagnotte a vraiment acheté, ce ne sont pas des gadgets, ce sont des yeux neufs pour la recherche. Ça permet de voir grand à l'échelle de l'organe, voir en direct, au fil du temps, voir où est précisément dans le tissu, et quand il faut, voir directement au niveau atomique et quantifier ce qui est invisible. Donc maintenant qu'on a ces super pouvoirs, la question logique c'est pourquoi ? Et donc pour ça, on va enchaîner avec des articles concrets qui s'appuient là-dessus, antibiorésistance, infections émergentes, cerveau, microbiote, et regarder ce que l'Institut a réussi à faire en termes de découverte grâce à notre argent. Alors parlons tout d'abord de la recherche qui a été effectuée sur la listeria. Et j'adore cet article, je suis vraiment fan de cet article pour deux raisons. Premièrement, il y a beaucoup de photos et de vidéos, et j'avoue, je suis un homme simple. Quand je vois des photos et des vidéos, je trouve ça trop cool. D'ailleurs, je vous conseille vraiment à tous d'aller le voir. Les vidéos sont super géniales, c'est vraiment cool à lire. Et pour une deuxième raison, c'est que les chercheurs ont publié quelques années plus tard un Nature Protocol. C'est en gros un article qui explique point par point comment faire exactement la même expérience que eux. Ce qui permet donc à d'autres chercheurs de réaliser la même expérience, mais sur d'autres maladies. Enfin bref, la listeria est une bactérie qui va donner la listériose. La listériose est une infection alimentaire. Et c'est une infection assez grave, puisqu'en réalité, ça peut entraîner la mort. D'ailleurs, vous en avez déjà peut-être entendu parler, parce qu'il y a eu quelques mois des cas de listériose en France. Les symptômes sont des maux de ventre, mais en plus de ça, certains symptômes qui pourraient faire penser à un syndrome grippal. Et cette bactérie est méga relou, parce qu'en réalité, elle survit super bien au froid, mais en plus de ça, chez les personnes en bonne santé, en réalité, il n'y a pas trop de symptômes, la bactérie va être évacuée sans aucun problème. Le problème tient chez les personnes qui sont, entre guillemets, en moins bonne santé, telles que par exemple les femmes enceintes. Donc en vrai, c'est chiant à détecter quoi. Bref, étant donné que l'un des symptômes c'est les maux de ventre, vous êtes probablement dit comme quoi cette bactérie touchait l'intestin. Et vous savez quoi ? Vous avez raison, cette bactérie traverse la barrière intestinale. D'accord, mais comment est-ce qu'elle faisait pour traverser cette barrière ? Très bonne question, et en réalité, on savait pas trop. On savait juste que la bactérie pouvait se fixer directement sur les cellules intestinales grâce à une protéine qui est présente au niveau de la membrane plasmique de ces cellules, qui est la eucadérine. Et c'est tout. Et là, les chercheurs ont fait un truc méga cool. Ils ont créé des tout petits intestins qu'ils ont pu cultiver en boîte de pétri. Attends, comment est-ce qu'ils ont fait ça ? En gros, c'est assez simple ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé des cellules souches. Ces cellules-là peuvent se transformer en d'autres cellules méga spécifiques, telles que par exemple des cellules du nez ou alors des cellules intestinales. Et comment faire cette transformation ? C'est entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, assez simple. Ils ont utilisé un cocktail de produits qui permet de transformer ces cellules souches. Après l'utilisation de ce cocktail, vous avez donc un tout petit intestin qui ressemble à une petite boule. Attention, ce n'est absolument pas parfait. Pourquoi ? Déjà parce que vous êtes en boîte de pétri, donc c'est absolument pas ce qui se passe dans la nature. Et deuxièmement, parce que ce ne sont pas des vraies cellules intestinales. Maintenant, ça permet quand même de ne pas travailler directement sur un vrai intestin, quoi. Donc, c'est pas parfait, d'accord, mais c'est déjà super bien. Et bref, les chercheurs ont démontré que la listeria ne faisait pas que de se fixer gentiment sur la eucadérine qui était sur les cellules intestinales. Non, 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 elle fait bien plus que ça. Lorsqu'une protéine se fixe à un récepteur, il se passe à peu près
toujours la même chose. C'est-à-dire que cette protéine va se fixer au niveau d'un récepteur qui est présent au niveau de la membrane plasmique d'une cellule, qu'elle soit intestinale ou non. Une autre cellule, c'est à peu près la même chose. Il va donc se passer exactement la même chose ensuite. C'est-à-dire que ce tandem protéine-récepteur va rentrer dans la cellule et là, il va y avoir séparation de ce tandem. Il va y avoir donc séparation de la protéine avec le récepteur. Le récepteur va remonter et retourner au niveau de la membrane plasmique. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un recyclage. Et vous savez quoi? La Listeria est extrêmement fourbe. Elle va utiliser exactement le même phénomène pour rentrer dans la cellule. Et une fois que la bactérie est rentrée, là, ça devient complètement le bordel. La bactérie commence à tout dégrader, mais en plus de ça, aller aussi dans les cellules voisines. Et les chercheurs ont réussi dans cet article-là à le voir en vidéo. C'est incroyable, non? Même Spielberg n'aurait pas réussi à voir ça. Alors voici l'une des vidéos qui est présente dans l'article. Vous pouvez voir en rouge, en réalité, la membrane plasmique basale, donc le bas de la cellule intestinale, et en vert, les bactéries Listeria. Et vous allez pouvoir voir un moment, quand il va y avoir une flèche, c'est la Listeria qui sort de la cellule pour aller à l'extérieur de la cellule. Et contre ces bactéries, on a ce qu'on appelle des antibiotiques, vous connaissez. Malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle de l'antibiorésistance, c'est-à-dire des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et cette résistance devient de plus en plus importante. L'OMS a déclaré que l'infection aux bactéries résistantes aux antibiotiques deviendra l'infection qui va tuer le plus de monde dans les prochaines années. Et contre cette résistance, il n'y a pas 15 000 choix. Premièrement, vous trouvez un nouvel antibiotique, mais il faut savoir qu'il va y avoir plus tard une résistance à ce nouvel antibiotique, sachez-le. Deuxièmement, vous essayez de faire diminuer l'utilisation des antibiotiques aujourd'hui dans le monde. Et troisième possibilité aussi, c'est de trouver un nouveau médicament qui est différent d'un antibiotique et qui peut tuer ces bactéries. Et dans ces nouveaux traitements possibles contre ces bactéries, il y a les bactériophages. Si vous voulez en savoir plus sur les bactériophages, il faut savoir qu'il y a une vidéo sur le sujet sur notre chaîne et vous pouvez cliquer juste ici. Donc petit topo rapide, un bactériophage tue les bactéries. Ça ne fait que ça. C'est hyper spécifique et ça se retrouve dans la nature. Donc c'est sympa. Le problème, c'est que c'est presque trop spécifique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un bactériophage cible spécifiquement une souche de bactéries spécifique. Et ça, il faut le dire, c'est méga relou. Donc pour l'instant, déjà, on n'utilise pas beaucoup les bactériophages, mais en plus de ça, on n'a pas d'outils qui permettent de prédire en avance quels bactériophages nous devrions utiliser contre certaines souches de bactéries. Et dans cet article, ils ont réussi à démontrer que en utilisant l'intelligence artificielle, mais aussi leurs travaux et leurs logiciels, etc., ils ont réussi à démontrer que en analysant le génome des bactériophages, ils pouvaient directement savoir quelle souche de bactéries E. coli spécifiquement ils pouvaient cibler. Et ça, c'est super cool parce que ça permettra dans le futur de savoir directement quel cocktail de bactériophages nous devons utiliser pour vous soigner contre certaines souches de bactéries. Et pendant que certains bossent sur des nouveaux traitements, d'autres bossent sur des nouvelles maladies. Le monde change et étant donné que le monde change, certaines maladies vont ressurgir, voire même apparaître. Ça, c'est normal, c'est la nature, il n'y a rien à dire. Par contre, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème dans le monde qui s'appelle le réchauffement climatique dont nous jouons un grand rôle aujourd'hui. Et donc, il faut savoir si les maladies vont changer, se transformer ou il va y avoir une disparition de ces maladies à cause de ce réchauffement climatique. Bref, dans cet article, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui se passe si le moustique qui peut transporter certaines maladies telles que la dengue, la malaria, etc., on lui changeait sa température, c'est-à-dire qu'il était à une température de 20 degrés ou à une température de 28 degrés. Qu'est-ce qui se passait pour le virus qu'il transporte et qu'est-ce qui se passe pour le moustique en lui-même? Et là, en gros, ils ont tout analysé. Et pour la faire simple, on n'est pas bien. En gros, que ça soit 20 ou 28 degrés, le virus va très bien et le moustique va super bien. Les changements de température, en gros, que ça soit le moustique, voire même le virus, s'adaptent extrêmement bien à des grands changements de température. Et ça, je suis désolé, c'est pas cool pour nous. Ne vous inquiétez pas, Julien va vous parler d'autres trucs super cool. Vas-y Julien, même si t'es en vacances, espèce d'en... On pense souvent à l'Institut Pasteur comme le temple des microbes et des vaccins. Ce qui est vrai, et ça bosse aussi sur le cerveau. Une de leurs idées, côté neurosciences, c'est assez simple à dire, mais c'est difficile à faire. Relier ce qu'on vit, par exemple deux situations qui se ressemblent, à ce que fait le cerveau, comment il encode, sépare,
et réutilise ses souvenirs pour guider une action. Autrement dit, passer de la jolie carte neuronale à un comportement mesurable. Et c'est précisément la question que pose l'étude dont on parle ici, dont le titre s'affiche ici et publié dans Neurone en 2020. Il te permet de comprendre comment on fabrique et trie nos souvenirs. Pour savoir ça, les chercheurs iront toujours au même endroit dans le cerveau, l'hippocampe. C'est la porte d'entrée et le sas de sortie de la mémoire épisodique. Dans l'hippocampe, tu as une entrée et une sortie. L'entrée, il s'appelle le gyrus denté, on va l'appeler DG aujourd'hui. C'est un filtre très pointilleux qui repère les petites différences entre deux situations qui se ressemblent. La sortie, on l'appelle CA1. C'est là où l'info elle est mise en forme pour l'action. On savait déjà que le DG, il sait très bien désentrelacer deux scènes presque identiques. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment le CA1, la sortie, elle s'en sert pour décider quoi faire. L'expérience, elle est assez simple à comprendre. On prend des souris et on les fait se déplacer dans des environnements qui sont quasi identiques, où on change juste de petits détails visuels, et on enregistre l'activité de leurs neurones avec des caméras et des capteurs ultra sensibles. Résultat, le DG, donc l'entrée, elle réagit déjà à de minuscules différences entre deux décors. Le CA1, lui, la sortie, elle ne bascule que quand ces différences changent vraiment le comportement attendu de la souris. Et surtout, c'est l'activité de CA1, donc de la sortie, qui colle le mieux à ce que la souris fait réellement dans la tâche. En clair, l'entrée de l'hippocampe, DG, repère, CA1, la sortie, arbitre. Le premier dit attention, c'est pas exactement le même endroit. Le second, il répond ok, cette différence-là, elle compte, du coup on agit en conséquence. Et pourquoi ça c'est cool ? Parce que ça relie enfin ce que codent les neurones à ce que fait l'animal. Ce n'est plus juste de belles images du cerveau, on voit qui prédit le comportement et quand ça se produit. Et ça parle de nous tous. Distinguer des souvenirs trop proches sans tout mélanger, c'est la base pour apprendre, se repérer et décider, et c'est précisément ce qui dérape tôt dans plusieurs troubles de la mémoire. Bonus, pour pouvoir faire cette étude, c'est là qu'il a fallu des matériels de haut niveau. De l'imagerie propre, des enregistrements précis et des analyses solides, exactement le genre de capacité qu'on renforce quand on investit dans les plateformes techniques chez Pasteur. Donc ça, c'est le premier article de neurosciences. Pour continuer sur le sujet, on va voir un truc qui est un peu plus à la mode, le fameux cerveau de l'intestin, tant apprécié par mon collègue. Non. Si vous avez vu sa vidéo sur la mode en biologie, le microbiote intestinal. C'est aussi ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est l'idée très simple que les microbes de tes intestins, ils peuvent envoyer des signaux au système nerveux, ils peuvent, dans certaines conditions, peser sur l'humeur. Qu'est-ce que le stress change dans les microbes ? Qu'est-ce que ces microbes renvoient comme message ? Par où ce message monte au cerveau et qu'est-ce que ça provoque comme comportement mesurable ? Motivation, plaisir, apathie. Pour cette étude, l'Institut a sorti 2 articles. Le premier chapitre, c'est « Quel est le carburant chimique de ce dialogue ?» Ce premier chapitre a été publié dans Nature Communication en 2020, et voici son titre. Traduit en humain, chez la souris, on provoque un stress chronique léger et imprévisible. C'est des petits stress qui sont variés chaque jour. En vrai, c'est un stress qui est relativement tranquille. Par exemple, on les fait vivre dans des cages légèrement inclinées, on les met dans des cages qui sont légèrement différentes pendant une nuit, on mouille leurs affaires, on colle des crottes de rat sur leurs paillassons. L'idée, c'est vraiment de prank les souris pour qu'elles soient sur le qui-vive. Une fois que les souris elles sont bien stressées, on récupère le microbiote de ces souris stressées et on le transporte à des souris saines, pas stressées. Et là, les souris qui ont reçu ce microbiote, donc les non stressées à la base, elles commencent à développer des comportements dépressifs. Elles ont moins d'intérêt pour les plaisirs, elles explorent moins, et elles ont une baisse de la naissance de nouveaux neurones dans l'hippocampe. En fouillant le sang et le cerveau, l'équipe est tombée sur le maillon clé, une chute des endocannabinoïdes. Ce sont des petites molécules lipidiques qui servent de frein au circuit émotionnel. Et quand on remonte ce système, par exemple en empêchant la dégradation des endocannabinoïdes ou en donnant le précurseur lipidique qui permet d'en refaire, les signes dépressifs y reculent et la neurogénèse elle repart. En clair, un microbiote stressé, ça peut permettre une panne d'endocannabinoïdes, ce qui tire l'humeur vers le bas. Et du coup, maintenant, on sait où agir dans la chaîne. Le deuxième chapitre de leur étude, ça a été de déterminer quel était le câble physique qui transportait ce message. Pour ce deuxième chapitre, la publication est sortie en 2023 dans Molecular Psychiatry. Ici, ils ont refait la manip de transfert de microbiote stressé vers une souris saine, mais avec un petit twist. Chez certaines receveuses, ils ont coupé le nerf vague. Le nerf vague, c'est la grande autoroute nerveuse qui relie l'intestin et le cerveau. Le résultat, il est très net. Si t'enlèves le nerf vague, le message y passe plus. Pas de comportement dépressif, pas de neuroinflammation hippocampique, pas de chute des marqueurs habituels. Avec un nerf vague intact, le système il se met en route et les signes, ils apparaissent. La conclusion, elle est simple à retenir, le nerf vague, c'est l'autoroute qui fait monter le signal D' du microbiote jusqu'au cerveau dans ce modèle. Et ça ouvre des pistes concrètes, par exemple des stimulations du nerf vague, des modulations ciblées du microbiote pour les dépressions qui résistent aux approches classiques. Et pourquoi ça c'est cool ? Parce qu'on passe de « le microbiote influence l'humeur », qui est un joli titre de magazine, à un circuit qui est démontable. Le stress reprogramme les microbes font chuter un frein chimique du cerveau, les endocannabinoïdes, et le signal y remonte par le nerf vague. Et à chaque étage, on peut tester, bloquer, tenter de réparer, c'est de la biologie qui se branche sur le soin. Et ça, c'est exactement le genre d'histoire qui n'existe que si tu es bien équipé et bien financé. Bref, en globalité, l'argent du Z-Event,
il a servi à apporter des réponses et à faire des nouvelles découvertes scientifiques. Il y a des dizaines d'articles que l'Institut Pasteur a sortis depuis 2019. On n'a pas pu parler de tout, on en a choisi quelques-uns uniquement. Côté méthode, on a joué franc jeu. L'argent du Z-Event 2019, il n'a pas été fléché article par article, mais il a musclé des plateformes et de l'infrastructure. Est-ce que chaque résultat porte un tampon financé Z-Event? Non. Voire même jamais en fait. On n'a vu aucun papier qui l'indiquait directement. Mais est-ce que ces résultats, ils existent parce que les plateformes, elles tournaient à plein régime après 2019? Bah ça oui. Donc en fait c'est ça. Financer de la capacité, qu'est-ce que ça change concrètement? Que ce soit l'Hysteria filmé en train de pirater l'intestin en temps réel, les protocoles qui permettent à d'autres labos de reproduire la manip, la cartographie Google Maps des gènes qui évite de viser au hasard, l'IA qui marie phages et bactéries pour antibiorésistance, la lecture multi-omique des moustiques qui bougent avec le climat, ou la façon dont notre hippocampe gère les souvenirs, ou encore la dépression en lien avec les bactéries du microbiote, tout ça, c'est la même logique. Des outils qui sont partagés, des dizaines d'équipes et des papiers qui font avancer le soin, le diagnostic, la prévention. Maintenant, on va pas se mentir, nous ce qu'on aimerait, c'est que ce soit encore plus traçable. Ce qui serait encore mieux, c'est un tableau public mis à jour chaque année, plateforme, projet, publication. Mais à ce stade, on peut déjà répondre à la question du début. À quoi a servi l'argent du Z-Event? À convertir une générosité en yeux neufs pour la recherche. Et ça se voit, plus de précision, plus de vitesse, moins de pifomètres. Si vous avez donné en 2019, vous avez permis à la science d'avancer. Vous êtes littéralement des co-auteurs invisibles de ces articles. Si ce format vous a plu, dites-nous si vous avez des idées de sujets similaires que vous voudriez qu'on creuse. Et si vous êtes chez Pasteur ou que vos études ont été partiellement financées par ce Z-Event, si vous avez des précisions, des corrections ou même des histoires de recherche à raconter, les commentaires sont là, on essaiera de mettre la vidéo à jour. Merci aux équipes, merci aux donateurs, et bon Z-Event 2025. Vous ne financez pas des blues, vous financez des réponses. En attendant, prenez soin de vous et écoutez la science. Tchou!